Bonjour, vous écoutez Ma vie en main, le podcast qui vous veut du bien. Je m'appelle Roxane et je partage avec vous des conseils pour simplifier votre vie et vous faire revenir à l'essentiel. Du désencombrement de votre habitat en passant par vos habitudes de consommation, je souhaite que vous retrouviez du sens en vous concentrant sur ce qui compte réellement pour vous. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre d'Alice, une pétillante bruxelloise. Sa manière de rebondir à chaque épreuve de son parcours de vie atypique m'a énormément inspirée. Suffirait-il d'être dans une totale bienveillance avec soi pour tout surmonter ? Il me semble que la réponse se trouve dans notre entrevue. Bonne écoute ! Alice, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui nous écoutent ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Alice, j'ai 30 ans et je suis bruxelloise. J'habite à Bruxelles depuis que je suis née et je suis conseillère en images. Ok, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le conseil en images, c'est quoi exactement ? Alors le conseil en images, c'est... en fait, j'aide les personnes à trouver leur personnalité à travers leur image par rapport à... Enfin, j'ai différents outils en fait pour faire ça. Okay. En fait, c'est la colorimétrie et la morphologie. Ok. Et en fait, en fonction de sa carnation, la couleur de ses cheveux et de ses yeux, il y a différents types de couleurs, les couleurs chaudes, les couleurs froides, les couleurs sombres et les couleurs claires. Et donc, on peut déterminer une palette de couleurs bien spécifique en fonction de tous ces critères. Okay. Et donc, j'aide les gens à déterminer leur palette de couleurs. Et donc, grâce à ça, ils peuvent faire un tri dans leur garde-robe et pour leurs futurs achats, en tout cas, faire des achats plus en conscience en fonction des couleurs qu'on aura déterminées ensemble. Et se sentir en accord avec en harmonie totale avec leur image. En tout cas, c'est ce à quoi j'aspire et j'aide les gens à déterminer ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver d'ailleurs s'il y a des gens qui ont envie à Bruxelles de dire j'ai envie de reprendre contrôle entre guillemets de mon image, de mieux connaître ce qui me va? Ils peuvent me trouver sur ma page Facebook, c'est lune.conseil. Okay. Sur Instagram, c'est aussi lune.conseil. Et alors j'ai un blog aussi qui s'appelle Alice on Her Way .wordpress.com. Et là il y a les informations aussi sur mes services. Je pourrais mettre des petites infos en description si vous voulez retrouver Alice. Avec plaisir. Merci. Comment tu te définirais en quelques mots ? Je pense que je suis quelqu'un d'assez créatif, plutôt assez créative, oui. De manière assez globale dans ma vie, de par les activités que je fais, mais aussi dans la manière dont j'aborde ma vie, je pense en général. Je suis curieuse aussi, plutôt des gens en fait. Je crois que j'ai une curiosité des personnes que j'ai en face de moi et tout ça. Bienveillante et à l'écoute. Chouette. Voilà. Autant de qualités qui sont tout à fait Après, recommandées. J'ai plein de défauts aussi. Je suis très impatiente. Et ça, c'est un de mes gros défauts. Mais voilà. J'imagine que quand on lance son propre projet, c'est difficile d'être patient à l'extrême. Enfin, je sais pas. Oui, c'est vrai. Ouais. On a envie que ça aille vite, bien. En plus, c'est vrai que comme là, du coup, je suis ma propre patronne. Je dois tout faire. Je dois faire ma com. Je dois faire la recherche de clientes. Je dois tout gérer. Mes logos, mes cartes de visite. Et donc, c'est très chouette. Mais parfois, on aimerait que ça aille plus vite que ça ne va. Mais quand on est seul dans son équipe, on ne peut pas déléguer. Et donc, il faut faire avec. Mais ça se passe bien aussi. Mais voilà, j'apprends à faire avec mes défauts. Non, mais c'est bien parce qu'il y a peu de personnes qui vont en même temps dire comment tu te caractérises en quelques mots, qui vont dire alors je suis très impatient, donc c'est bien de savoir ça. Oui, je pense que j'ai une certaine conscience de mes limites et de mes défauts et de ce que je sais faire que ce que je sais moins bien faire et c'est mieux parce que comme ça on peut mieux avancer dans la vie évidemment. Être en conscience, tu sais, moi c'est un truc qui me parle. Voilà. Donc, j'aime bien ça. Oui, bienvenue au club. Bienvenue au club des conscients. Est-ce que tu as un projet, alors que ce soit pro ou perso, mais qui te tient particulièrement à cœur en ce moment ou pas d'ailleurs? Déjà j'aimerais bien que mon activité de conseiller en image puisse se développer dans les années à venir. Est-ce que tu t'es lancée quand? En octobre 2019. Donc ça marche déjà bien en fait. Ouais. Parce que tu fais rien à côté. Non, pour le moment non. Donc tu t'es vraiment lancée directement. Et tu avais fait des études dans
d'abord stylisme, non, si je ne me trompe pas. Moi, j'ai fait des études de médias. Oui, tu confonds avec ma sœur. Non, j'ai fait des études de cinéma, en fait, et télévision. Du coup, maintenant, ça date d'il y a quelques années. Ça va faire plus de 10 ans. Ok. Ouais, et j'ai travaillé pendant 5 ans à la télévision belge. Oui. J'étais script et assistante de production. Donc, j'ai fait plusieurs postes différents, toujours dans le même domaine de la télé. Et puis, comme ça, je te raconte un peu le parcours. Comme ça peut voir, ça peut d'où je viens, inspirer des gens aussi. Voilà. C'est le but. Et du coup, en fait, j'ai travaillé pour des grosses productions télévisées à l'époque. Oui. Et à un moment, j'ai manqué de sens, en fait, dans ce que je faisais dans mon travail. Au niveau éthique, je trouvais plus vraiment ma place. En fait, moi, j'avais pas de télé à l'époque. Ouais. Et donc, j'avais du mal à travailler pour des projets pour lesquels j'avais pas envie de regarder, en fait, finalement, le produit final, résultat, en fait, le résultat ne me parlait pas. Et du coup, là, j'ai eu vraiment une prise de conscience assez importante, où je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue là-dedans? Ou bien est-ce que c'est vraiment ma voie? La remise en question. Ouais, j'ai eu une grosse remise en question par rapport à tout ça, surtout que j'avais commencé mes études très jeune et que je m'étais jamais vraiment... Tout cet effort enchaîné, mes stages, et puis j'ai eu une opportunité de boulot et j'ai jamais vraiment... je me suis jamais vraiment posé de questions, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Et donc à ce moment-là, en tout cas, j'ai eu une prise de conscience. T'as eu le temps de pencher sur la question. Après 4 ans de boulot dans ce domaine-là, en tout cas, au bout d'un moment, je me suis dit non, mais il faut vraiment remettre les choses à plat et me dire... reprendre un peu le contrôle sur ma vie professionnelle, en tout cas, et me dire qu'est-ce que je fais, quoi. Et du coup, je n'ai pas du tout pris le contrôle sur ma vie professionnelle puisque je suis partie en voyage. Ouais. Dans un premier temps, je suis partie en sac à dos pendant 2 mois en Nouvelle-Zélande, toute seule. Et c'était c'était mon premier voyage toute seule et c'était vraiment génial. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai découvert qu'en fait, je pouvais vivre pendant 2 mois avec un simple sac à dos de, c'était 40 litres ou 35 litres à l'époque. Ouais. Je sais plus combien j'avais, mais en gros rien du tout, alors que j'avais chez moi des tonnes d'objets, j'étais un peu ensevelie sous le bazar dans ma chambre et à l'époque t'avais vraiment beaucoup de choses, enfin à l'époque tu te rendais pas compte, c'est après le voyage où tu t'es dit vraiment, oui, je me rendais vraiment pas compte que j'avais autant d'affaires et la question ne s'était jamais vraiment posée, c'est ça. J'avoue. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de raison de me désencombrer particulièrement, mais c'est vraiment au retour de ce voyage, je me suis dit waouh, en fait j'ai très bien vécu et je me sentais beaucoup plus libre aussi d'avoir peu d'affaires avec moi. Et je me suis dit non, mais il faut que je change des choses dans ma manière d'aborder les objets, et enfin de mes possessions, quoi, m'étouffaient au final quand je suis rentrée. Un besoin. Ouais, vraiment, je me suis dit non, mais j'ai envie de retrouver l'état de conscience libre que j'avais quand j'étais justement en voyage. T'étais tellement bien que... Ouais, et j'avais très envie de retrouver ça à Bruxelles et chez moi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en me délestant de pas mal d'affaires, d'objets, etc., j'étais beaucoup plus libre et beaucoup plus moi-même, plus dans l'instant, plus présente aux autres, et j'étais moins encombrée, même mentalement, en fait, je dirais. J'ai l'impression vraiment qu'on se désencombre... matériellement parlant, en fait on laisse de l'espace au mental pour vivre des choses donc ça là en tout cas et avoir la clarté en tout cas nécessaire à ce moment-là de ta vie en tout cas dont j'avais besoin justement au retour de ce voyage avec plein de questions et là c'était le bon moment pour faire un peu de place, même si franchement quand je regarde par rapport à maintenant, je me rends compte qu'à l'époque, j'avais commencé des encombrements, mais j'étais loin du compte. Mais c'était déjà un petit pas vers quelque chose de mieux. Mais c'est rare que ça se fasse en un jour, de toute façon. Quand on fait, la décision paraît drastique, et puis au final, on se rend compte au fur et à mesure du temps. En tout cas, pour moi, c'est ce qui s'est passé dans mon propre cheminement aussi. Oui. C'est que tu as l'impression que tu es au max de ce que tu as pu désencombrer, et au fur et à mesure, tu te rends compte tes envies changent aussi, ça n'a plus de raison d'être là, quoi. Ça remplit son rôle jusqu'au bout, mais après c'est plus facile en fait. Ouais, tout à fait. Partir. Et là ça fait 5 ans, et en effet il y a 5 ans à aujourd'hui, maintenant j'habite dans 32 mètres carrés et j'ai beaucoup moins d'affaires qu'avant, et j'ai encore plein de choses à trier et à me désencombrer. Et tu ressens ça? Ouais, je ressens encore le besoin. Que tu te dis, je peux encore aller plus loin pour être vraiment...
Ouais, je sens que je peux encore aller plus loin et j'aspire à encore moins de possession matérielle pour être plus libre de mes mouvements. Et même au niveau des déménagements, je me rends compte à quel point c'est lourd de déménager. Enfin, c'était lourd. Et maintenant, je me dis, en fait, si on me dit demain, il faut rendre l'appartement, je prends 2 valises, j'ai 4 meubles et... C'est faisable. Voilà. C'est mesurable. Ouais, et ça, c'est vachement agréable de se dire, en fait, tout peut arriver, je suis prête à gérer, quoi. C'est la liberté retrouvée, quoi, comme dans ton voyage. Ouais, tout à fait. Et du coup, après le voyage remis en question, qu'est-ce qui t'a fait arriver finalement au conseil en images, quoi? Ah oui, longue histoire, du coup. Non, mais très bien. En 2018, en février, j'ai été hospitalisée, j'étais très fatiguée et je me sentais vraiment pas bien. Et ça faisait à peu près 1 an que j'étais pas très bien. Mon moral était pas très bon, mais les deux, physiquement, j'étais vraiment à plat. Et en même temps, j'étais pas bien non plus moralement. Ouais. Les deux étaient un peu liés, je pense. Et je suis hospitalisée. Et puis, suite à cette hospitalisation, j'apprends que j'ai un cancer du système lymphatique. Donc, ça s'appelle un lymphome. Ouais. Et donc, à l'époque, j'ai 28 ans. Et je me dis, en fait, enfin... je sais ce qui va pas, et parce que comme ça faisait quelques années que je me traînais un peu, une grosse année où j'étais vraiment pas bien, je trouvais pas de travail, je savais pas trop dans quoi m'orienter, j'étais un peu perdue suite à du fait que j'avais arrêté de travailler à la télévision, etc. Et en fait je me suis dit ouf. Donc ce diagnostic-là, ça t'a presque rassurée en fait de savoir. Ok. Je me suis dit, enfin, on met un mot sur mon malaise psychologique et physique, et je peux enfin travailler sur ce malaise. Et en fait, travailler là-dessus, c'était juste, on commence les chimios et on se bat et on essaye de vaincre ce C'était cancer. La prio, quoi. Le quoi ? C'est devenu la prio, quoi. Ouais, complètement. La priorité, là, à ce moment-là, dans ma vie, c'était ok, tu guéris et puis tu commences une nouvelle vie et c'était un électrochoc en fait, vraiment, mais dans le sens positif du terme, pas genre je suis hyper bien dans ma vie, je comprends pas pourquoi ce cancer arrive maintenant, mon Dieu. Tu t'es jamais dit à un moment pourquoi moi ? Non, jamais de la vie. Tu t'es dit c'était ça la raison de mon mal-être. Ouais. Donc maintenant ça t'a fait le boost dont t'avais besoin. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot d'ailleurs. Si, complètement. Non, je me suis jamais demandé pourquoi ça m'arrivait à moi, pourquoi maintenant. Je me suis surtout dit, ok, ça arrive maintenant, parce que ça doit arriver maintenant, et parce que je suis pas bien, et c'est pour ça que j'étais pas bien. Et ça m'a un peu montré le chemin. Et je pense que c'était aussi un électrochoc, mais un espèce d'ultimatum pour que mon corps me dise ok, tu peux plus continuer comme ça, tu dois mieux manger, tu dois faire du sport, parce que j'étais pas très sportive à l'époque. Et vraiment mon corps qui me dit stop, en fait tu continues pas sur cette lancée là, il faut vraiment faire quelque chose. Donc c'était vraiment un rappel à l'ordre en fait. Tu l'as vu comme ça. Moi je l'ai vécu comme ça, et du coup je l'ai bien vécu en fait. C'est pas le cas de tout le monde, et voilà, je peux comprendre que d'autres personnes le vivent très différemment et trouvent ça hyper injuste, et ça peut l'être tout à fait. Mais voilà, moi, mon cas, en tout cas, c'était genre ouf. Je sais, je comprends enfin pourquoi je suis pas bien, et je peux avancer maintenant dans un mieux. C'est-à-dire, on commence les chimios et on se bat et on en guérit de cette maladie. Donc, c'était pas une fatalité non plus. Oui, c'est ça, tu l'as jamais vu comme une fin en soi. Non, c'était juste une étape. Passage, un passage obligé, oui, parce que ça m'est un peu tombé dessus quand même. Mais juste, ok. C'est des chimios, d'accord, on va faire des chimios, tu vas perdre tes cheveux, d'accord, je vais perdre mes cheveux. Enfin, j'ai tout vécu de manière tout accepté, quoi. Ouais. Toutes les étapes. J'étais assez bien dans l'acceptation. Et voilà, et donc en fait, aujourd'hui, je suis en rémission et tout va bien. Chouette. Mais pour en revenir au conseil en images, du coup, donc quand c'est pas anodin. Non, c'est pas anodin, c'est venu de ce fait-là, en fait. Donc quand j'ai appris que j'allais perdre mes cheveux, etc., ça m'a pas fait peur, en fait, pas spécialement. J'étais même plutôt... curieuse de la sensation que ça serait de ne plus avoir de cheveux et d'avoir mon visage à découvert. Donc ça m'excitait presque. Je me disais, tiens, on va voir ce que ça donne. J'avais pas peur de ça, quoi. Et d'ailleurs, question peut-être, désolée de te couper, mais est-ce que c'est toi qui as pris la décision de te raser avant que ça ne t'arrive, entre guillemets, que ça te tombe dessus, en mode je prends le pouvoir, ou t'as attendu que, allez, tes cheveux naturellement ne tombent? Enfin, je sais pas comment ça... Ouais,
C'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc à l'époque j'avais des cheveux coupe carrée, raides, longs plutôt. Et donc quand on m'a dit ok tu vas perdre tes cheveux pendant tes chimios, et je commençais les chimios je pense 2 semaines après le diagnostic, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Et donc je les ai coupés courts un peu comme j'ai maintenant. Et en fait d'ailleurs j'ai adoré. Et tout le monde m'a dit mais cette coupe te va trop bien, mais pourquoi tu les as pas coupées avant? Enfin donc c'était déjà une révélation. Je suis passée par des phases capillaires dans mon adolescence et mon jeune âge adulte vraiment compliquées où je les ai recoupées, laissées pousser. Enfin, j'ai jamais été contente avec mes cheveux. Ça a été toujours une source de conflit. Et je pense que le fait de les perdre, ça m'a réconciliée avec eux au final. Oui, c'est ça. Genre, ils avaient vraiment une raison. Oui, j'étais obligée d'être à nu et de les perdre. Et puis finalement, ça a été une libération. Mais donc, en gros, j'ai été chez le coiffeur, je les ai recoupés plutôt courts, tout le monde m'a dit que ça m'allait bien et moi j'aimais beaucoup aussi. Et donc j'avais déjà fait une première étape, quoi. Donc la première chimio que j'ai été faire, j'avais mes cheveux courts, mais c'est pas la première chimio qu'on perd ses cheveux, c'est en général plutôt suite à la deuxième. Et donc, en effet, à la deuxième, j'ai commencé à avoir les cheveux qui tombent et voilà, c'était pas très agréable parce qu'ils étaient courts, mais ils restaient quand même un peu longs, quand même, c'était quelques centimètres. Et donc, c'est pas chouette d'avoir des cheveux partout, sur son oreiller, quand tu te réveilles dans la maison et tout. Donc là, vite fait, dès qu'ils ont commencé à tomber petit à petit, j'ai demandé qu'on me les rase. Et donc, je les ai rasés rapidement. Donc j'ai pris la main un peu sur le truc. Je voulais pas attendre d'être complètement échevelée. Surtout que évidemment ça ne se fait pas d'un coup, donc c'était... Non, ouais, exactement. Et donc j'avais pas envie de me retrouver avec des trous non plus sur mon crâne, avec des cheveux à certains endroits et pas de cheveux à d'autres. Donc là je les ai rasés rapidement et puis après ils sont tombés petit à petit et puis tu t'es toujours approprié en fait les étapes, j'ai l'impression. J'ai essayé d'avoir en fait un pas avant la maladie, d'essayer d'anticiper un max pour être au mieux. Et donc, en fait, avant de commencer ma première chimio, je suis allée voir une conseillère en images. D'où De toi-même? Ou t'avais entendu parler j'avais entendu parler, mais ça n'a rien à voir avec le cancer, rien à voir avec... c'est ça. C'était vraiment une amie qui m'a dit « Ah bah tiens, j'ai été voir une conseillère en images. » Elle portait un pull d'une couleur incroyable et ça lui allait magnifiquement bien et je lui avais fait un compliment. Et elle m'a dit « Ah mais tu sais, moi je suis printemps. » Je dis « Ah quoi, printemps? Qu'est-ce que tu racontes ?» Je comprenais pas ce qu'elle me disait et donc elle m'a dit « Ah mais oui, mais en fait j'ai ma palette de couleurs. J'ai été voir une conseillère en images, c'est génial, tu vas voir, tu découvres les couleurs qui te mettent en valeur et qui te vont le mieux, etc. » Ça c'était il y a 2 ans, ça. Ouais. Ok. Et du coup j'ai été voir cette même conseillère en images que mon amie m'a conseillé. Et donc j'ai fait un drapage, ça s'appelle un drapage, donc pour voir les meilleures couleurs. Et j'ai fait l'analyse de la morphologie aussi pour voir au niveau des coupes de vêtements ce qui m'allait le mieux. Et je suis sortie de là, j'étais enchantée. J'ai découvert que j'étais donc automne, donc c'est tous les tons chauds, plutôt épicés, plutôt sombres, qui me vont. Et j'avais pas du tout une garde-robe en accord avec ces tons dont la conseillère en images m'avait parlé. Donc ça a été une révélation et j'ai à peu près trié la moitié de ma garde-robe et j'ai donné, j'ai mis au petit rien, etc. Là en plus le fait de désencombrer c'est encore plus satisfaisant. Exactement. Et donc c'est vrai que le conseil en images et le désencombrement c'est assez compatible parce que du coup là j'étais vraiment en conscience, je savais ce qui m'allait vraiment. Et j'avais plus de doute à me dire « Ah oui, mais cette petite robe rose, je l'aime bien quand même, peut-être je vais la remettre cet été. » Ben non, en fait, tu la mets jamais et ça fait 2 ans que je l'ai pas mise. Et en fait, ma palette de couleurs, c'est pas du tout en rapport avec ce rose. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, en l'occurrence, que je la mettais pas, c'est parce que ça correspondait pas... Oui, enfin, je le ressentir inconsciemment. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup pendant les traitements, j'ai fait du shopping quand j'avais un peu d'énergie. Toujours au petit rien, toujours en seconde main. Ça aussi, c'est un truc dont on parlera peut-être après. Mais, et j'ai refait un peu une garde-robe avec des nouvelles coupes de vêtements et des nouvelles couleurs à ma mesure, comme je voulais me sentir pendant les traitements. Et d'ailleurs, je me rends compte aujourd'hui que j'étais beaucoup plus fofolle et extravagante dans ma manière de m'habiller quand j'avais pas de cheveux et que j'étais en chimio qu'aujourd'hui où je suis un peu plus passe-partout, un peu plus calme. C'est marrant, j'ai eu vraiment une phase, un pic de
ma personnalité au travers de mes vêtements à fond. Et maintenant ouais. un peu moins, mais bon voilà. Mais c'est pas un hasard, j'imagine. Quand tu veux reprendre le contrôle sur les choses, c'est sans doute lié. Enfin, je sais Tout pas. à fait, je crois que j'avais besoin de ça et qu'une manière de me sentir et de m'exprimer, de me sentir jolie et de m'exprimer, c'était de mettre des pantalons foufou avec des gros pois et un pull ou un t-shirt d'une couleur peps que je savais qui correspondait à ma carnation et aussi des foulards. Donc ça aussi c'était... J'étais beaucoup amusée. Ouais, je me suis vraiment amusée, j'ai été voir des tutos pour nouer les foulards, j'ai fait des gros buns devant, j'ai fait des petits turbans, enfin j'ai tout essayé et c'était vraiment un jeu de moi avec moi-même dans le miroir. J'avais pas du tout peur de mon reflet justement à cette époque-là, j'étais même plutôt très satisfaite. Ouais, j'aimais bien me regarder. Tous les matins en effet je choisissais le foulard en rapport avec ma tenue du jour, par rapport aux couleurs, etc. Donc je me suis énormément amusée pendant cette période et voilà, donc j'ai fait des achats en conscience et j'ai fait beaucoup de tri chez moi et aujourd'hui je suis très contente de la garde-robe que j'ai, même si je suis toujours en recherche de nouvelles pièces et j'aime bien... Je donne ou je me sépare d'une pièce et j'en ai une qui rentre et j'essaie d'avoir ce rapport-là, de ne pas trop accumuler, mais de toujours m'assurer que j'ai un même nombre de chaussures, de vestes, de vêtements, mais que ça s'accumule pas trop non plus, quoi. Ok. Voilà. Ok. Toute l'histoire. Parce que justement, par rapport à ton lymphome, j'allais te demander, mais tu as répondu parfaitement à la question, la manière dont ça s'immisçait dans ton quotidien, mais en fait, comme tu l'as tellement bien vécu, entre guillemets, sans parler des étapes de fatigue intense, j'imagine, comme ça fait partie de ton quotidien, ça t'a juste aidé en fait à y voir plus clair sur ce que tu voulais, j'imagine. Enfin, peut-être que je me trompe, je sais pas si ça a changé les opinions que tu avais sur la vie, si vraiment ça t'a fait un déclic comme chez certaines personnes, ou si finalement ça allait tellement de soi que ce soit la continuité. Oui, c'est difficile de répondre. Je crois que j'ai été tellement prise dans cette espèce de tsunami de la vie et de la maladie que en effet tout est allé de manière assez naturelle. Et à la fin de mes chimios, en effet, quand il a fallu retourner entre guillemets à la vie normale, parce que j'ai quand même eu 8 mois où j'étais vraiment dans une bulle très très particulière, où j'allais toutes les 2 semaines à l'hôpital, où j'avais mes prises de sang très quotidiennes et tout, enfin c'était vraiment milieu hospitalier très présent dans ma vie. Quand ça s'est terminé, je me suis dit d'accord, c'est génial, j'avais hâte que ça se finisse, maintenant qu'est-ce que je fais de ma vie? Et la question s'est vraiment posée, professionnellement parlant, qu'est-ce que tu veux créer de ta vie? Et j'ai dû faire le point sur qu'est-ce que j'ai comme valeur, qu'est-ce que j'accepte dans ma vie, qu'est-ce que je n'accepte plus ou pas. Donc ça permet de remettre un peu à zéro, en fait, les compteurs à zéro, et de redémarrer sur des nouvelles bases, et de se dire ok, maintenant je veux faire du sport, plus de sport qu'avant, je veux mieux manger, mieux m'organiser au quotidien, lancer une nouvelle activité professionnelle notamment, et voilà, plein d'autres choses. J'ai acheté un vélo aussi pendant mes chimios. Et c'est rigolo parce qu'il a trôné dans ma cuisine, parce que j'avais pas d'autre endroit où le mettre, donc il était dans ma cuisine. Mais et je l'ai acheté parce que c'était un peu le symbole de ma liberté à venir, quoi. Mais j'étais très fatiguée, donc pendant mes chimios et pendant les traitements, je ne l'ai jamais utilisé. Et le jour où j'ai commencé à aller un petit peu mieux et où mon énergie revenait petit à petit, j'ai pu l'utiliser, et là c'était trop bien, quoi. J'étais grosse liberté encore. Ouais, et donc ça aussi c'est un petit truc en plus que j'ai mis en place dans mon quotidien. J'essaye de faire un maximum de trajets à vélo en ville, à Bruxelles. C'est un rituel presque? En fait, je sais pas si c'est vraiment un rituel, mais en tout cas quand je monte sur mon vélo, je suis trop heureuse, quoi. Je me sens assez libre et tout, et ça me fait vraiment du bien, même au moral, de se dire que je suis pas coincée dans un bus ou dans un métro bondé, et je suis maîtresse de mes déplacements. Ouais, c'est vrai, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir eu besoin de reprendre le contrôle en fait sur plein d'aspects de ma vie, et de pas me laisser emportée par le flow de la vie ou des choses qu'on aurait décidé à ma place, quoi. Donc c'était vraiment ça, plutôt reprendre le contrôle. Mais c'est plein de sens. Ça a tout son sens ici. Mais du coup, ce qu'il reste de l'après-maladie, même si on parle de rémission et pas de guérison, je suis toujours très utopique,
ça t'a fait tendre vers plus d'essentialisme, en fait, ce que moi j'aime bien appeler l'essentialisme, à savoir ça a son sens d'être là dans ma vie, j'en suis très heureuse. Enfin, je sais pas si tu te définis comme telle ou comme minimaliste d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs termes qui peuvent coller à un mode de vie plus simple, un mode de vie qui nous ressemble. Je sais pas si tu te définis comme telle. Non, pas vraiment. Je crois que j'ai pas trop mis de mots là-dessus, mais ça pourrait. Je crois que peut-être de l'extérieur. Après, tu pourras me le dire mieux que. Je sais pas. À vrai dire, même moi, je sais pas si je peux dire que j'en suis. C'est difficile. Je tends vers. Ouais. Parce que c'est intéressant. Mais... ça m'apporte comme toi de la joie, mais je sais pas si je pourrais me définir comme ça. Ouais, moi non plus. Du coup, j'ai du mal avec les étiquettes et les mots pour. Ouais. Mais par contre, oui. Mais ça t'a amené vers plus de sens. Ouais, de la conscience et du sens de manière générale dans ma vie. De manière matérielle et psychologique, quoi. Enfin, ça fait un tout, quoi. Le tout, j'ai l'impression, sans doute. Complètement, Mais par rapport aux objets qui te restent, après tout ce tri, je sais pas si t'as quelque chose de fétiche. Moi, j'aime bien savoir quels sont un peu les gris-gris des gens, donc c'est pour ça que j'aime bien poser cette question. S'il y a un truc dans ton quotidien, genre qu'on ne pourrait pas t'enlever, vraiment, ou une catégorie d'objets d'ailleurs, avec laquelle t'as un lien particulier. Oh là là, c'est difficile à dire. Y a mon bullet journal. Ouais. Déjà, ça, c'est... Qui est à côté. Hein, oui, il est juste à côté. Oui. Ça, c'est vraiment un outil que j'ai découvert il y a 3 ou 4 ans. Le bullet journal. Et ça a un peu fluctué, donc je l'ai utilisé au début quand ça s'est sorti, un peu quand c'était un peu la mode. Et j'ai trouvé ça très, très utile et pratique. Et ça m'a beaucoup plu. Dans mon organisation personnelle. Et puis il y a eu des phases dans ma vie où j'ai plus du tout utilisé, vraiment je me disais mais non, en fait je prends plus de temps à le faire que réellement à faire mes tâches, etc. Donc finalement j'avais l'impression que c'était à l'opposé c'était presque une perte de temps, donc j'ai un peu arrêté. Et là dernièrement, depuis le début de mon activité professionnelle et de mes divers projets que j'ai à côté aussi, je ressens le besoin de mieux m'organiser et de voir plus clair dans mes projets, aussi de pouvoir me fixer des objectifs clairs et avoir un vrai suivi en fait de ces objectifs. Sinon on se lance des objectifs ou des intentions pour par exemple pour l'année 2020, mais on ne fait pas vraiment de suivi, donc on ne sait pas où on en est. Et moi ça me procure pas mal d'anxiété en fait, de me dire ah oui je vais faire ça, et puis finalement et on va arriver en 2021 et en fait je vais rien avoir fait, donc ça me stresse, donc j'ai besoin de voir le suivi. Vraiment ça c'est quelque chose qui me satisfait au quotidien. Donc le bullet journal, ce serait mon objet fétiche. Étonnant pour quelqu'un qui veut pas du tout avoir le contrôle sur son quotidien. Hyper contrôle fric. Mais non, mais je comprends aussi, ça m'avait fait la même par rapport disons, ça m'avait attirée aussi, mais je pense qu'après ça t'a parlé à un moment où pareil ça devait être oui c'est ça, peut-être qu'un jour je passerai au digital, hein, tout comme toi tu me disais que c'était plus digital, mais ça dépend. Moi je crois que j'ai vraiment le côté papier rassurant aussi, hein, et c'est rassurant. J'aime bien aussi le fait que avec un bic je peux noter vraiment avec mon écriture, et il y a quelque chose de, je sais pas, ça passe de mon cerveau à mon épaule, à mon coude, à mon bras, c'est la continuité quoi. Alors que ça fait sortir l'idée quoi. J'ai moins ça avec le digital, ça me procure beaucoup moins de satisfaction en fait quand je suis sur mon smartphone à remplir des listes, alors que quand je me fais un beau layout sur ma page des bullet journal et que je mets des couleurs et que je mets des fluos et que je sais mes priorités et tout, ça me rend beaucoup plus heureuse en fait que de remplir des trucs sur mon ordi ou sur Google Agenda ou je sais pas. Mais je pense que c'est aussi le fait que tu laisses la trace et qu'après tu as le pouvoir d'y revenir. Aussi. Plutôt que de la dépendance peut-être au digital qu'on s'imagine. Enfin j'imagine, hein. C'est comme ça que je vois la chose. C'est pour ça aussi que les checklists écrites, c'est quand même très satisfaisant. Oui, génial. Alors tu vois que t'as fait tes 10 tâches, c'est ça, faire la journée, et t'es trop content. L'après coché. C'est hyper agréable, je trouve. Et d'ailleurs, j'ai gardé mes bullets de journal, j'en ai 3 ou 4. Tu les reconsultes un peu? Là, tout à l'heure, d'ailleurs, je cherchais une info que je n'ai pas trouvée finalement, mais bon. Mais donc, j'ai reconsulté, et je me suis dit, ah, c'est marrant, j'étais à Berlin cette année-là. Et j'ai fait ça. Ah oui, c'est cool. Et donc, moi, j'aime bien. Je pense que je les jetterai pas
avant longtemps. Oui, quoi. ou tu vas les garder Ça, comme c'est des trucs, des archives à consulter, quoi. Mes agendas, mes bullet journal, c'est des trucs que j'aurais vraiment du mal à jeter parce que c'est trop personnel en fait. Mais je comprends parce que je suis en train de lire, je mets du temps à le finir, mais L'art des listes de Dominique Leroux, et on sous-estime trop le pouvoir des listes, juste pour regrouper des idées ou juste en termes de souvenirs, de ses choix de vie, de ses rêves, de ses envies du moment, et parce que ça nous dit tellement de choses après quand on y revient. Exactement, et même pour le suivi des objectifs dont je parlais, mon agenda mon bullet journal plutôt 2019, j'ai pu reprendre mes objectifs de l'année 2019 et voir ceux que j'ai accomplis ou pas, ou à moitié, ou ceux sur lesquels je dois encore travailler. Et donc j'ai un vrai suivi et je peux me dire ok, en 2020 cet objectif que je m'étais fixé en 2019, finalement je l'ai pas fait, il vaut pas la peine, je le zappe. Mais par contre j'en ai un nouveau, et d'avoir vraiment une vision. Puis de voir comment tu pensais aussi il y a un an ou deux, quoi. Aussi, de se dire tiens c'est marrant, j'avais mis ça, j'ai pas du tout fait ça. C'est ça, genre finalement pas du tout ma prio, quoi. Et lâcher prise un peu. En même temps c'est une prise de contrôle, mais en même temps à lâcher prise, parce que le fait de mettre tout sur papier, ça me permet d'être plus libre aussi dans ma tête et de me dire ok non mais c'est bon, j'ai noté, je dois pas y penser. Donc le soir aussi j'aime bien faire mes notes pour le lendemain, comme ça je dors à l'aise, je dors mieux en tout cas. Oui, parce que t'as laissé le brouhaha mental sur le côté, sur le papier ou de côté, quoi. Exactement. Je comprends tout à fait. Important pour moi. Dans un tout autre sujet, as-tu un rêve ou un objectif? Alors c'est pareil, ça peut être très global, comme très sur l'instant dans ton milieu professionnel ou personnel. Pour moi, j'envisage ça de manière globale. Donc, c'est difficile à dire. J'en avais un, mais je suis pas sûre qu'il soit aussi aligné aujourd'hui. Mais j'en avais un, je voulais vivre en tiny house. C'était un truc qui me plairait. Mais aujourd'hui je vois les choses un peu différemment, mais il y a une époque où j'étais très attirée par ça. J'avais même été rencontrer un constructeur et j'avais réfléchi vraiment à la question. Après je pense qu'en Belgique c'est pas le meilleur endroit pour vivre en tiny, parce qu'il pleut quand même beaucoup, la météo n'est pas hyper clémente. J'ai l'impression que c'est un logement qui pourrait être bien par exemple pour l'Espagne ou les pays un peu plus du sud, où il y a quand même où on vit dehors en fait aussi, tu vois, où il y a moyen facilement de manger son petit déj dehors et d'avoir il y a moins de frontières entre l'intérieur et l'extérieur, alors qu'en Belgique vraiment j'ai l'impression que soit t'es dehors, et que du coup ça et j'ai pas du tout envie d'aller habiter en Espagne donc voilà. Donc tu reconsidères, mais c'est le type d'habitat en fait réduit qui t'attire? L'habitat réduit m'attirait. Si jamais on me proposait un jour un appartement dans un quartier sympa à Bruxelles qui fasse, je sais plus combien c'est de mètres carrés d'une tiny house, mais un truc tout petit bien agencé, une dizaine de mètres carrés, quoi. 15 ou 10 mètres carrés, je prends, quoi. Je pense que je serais heureuse d'habiter là-dedans. D'ailleurs là maintenant j'habite dans 32 mètres carrés. Et déjà je me rends compte que t'as pas besoin de tout cet espace. Non, t'as pas besoin. Enfin je suis très heureuse, mais c'est vrai que je sais pas si je vivrais dans encore moins que ça. Ça dépend comment c'est agencé en fait. Oui, bien sûr. Ce qui est génial en fait, je trouvais génial avec les tiny house, c'est que c'est très ergonomique. Oui. Donc tout est utile, tout est oui, pensé. tout est. J'adore ça. J'adore pouvoir avoir le petit crochet où tu accroches ton essuie qui est super. L'escalier qui est en fait un tiroir. Oui, enfin vraiment tout des petites astuces qui paraissent bêtes comme ça, mais qui font toute la différence et qui facilitent la vie. Moi, je cherche en fait à me faciliter la vie au quotidien. Et j'ai envie que tout soit accessible, facile, et j'ai pas envie de me compliquer la vie avec des objets et des choses qui sont pas pratiques dans mon quotidien. En fait, ça me donne m'agacer. Tout doit être utile ou j'allais dire plaisant. Oui, c'est ça, tout doit avoir sa place. Enfin, j'aspire en tout cas à une vie où en effet tout aurait une place bien attribuée, et donc je perdrai pas mes clés, enfin je les perds rarement, mais tu vois, le truc de tu rentres chez toi, tu mets tes clés dans la petite corbeille, chaque chose à sa place et tout. Moi ça me procure beaucoup de satisfaction, et ça me permet d'être plus relax chez moi, parce que
Je dois pas commencer à farfouiller dans le fond d'un tiroir pour essayer de trouver un bic ou mes t'as clés. pas de brouhaha mental, quoi. Ouais, exactement. Tout est là et tu laisses la place libre aux trucs importants. Exactement. Et je pense que c'est pour ça que j'étais attirée par le logement en tiny house. C'était parce que tout a une fonction, tout est modulable aussi. Tu peux avoir une table, mais tu peux la replier, du coup tu as ton canapé. Et c'était vraiment l'aspect modulable et personnalisable de l'espace qui m'attirait, en fait. C'est ça. Plus que le fait de vivre par exemple à la campagne ou d'être dans la nature. Même si ça me plairait aussi, je crois que j'aime bien la nature, mais peut-être pas pour y vivre. Donc si je pouvais avoir un appartement qui serait conçu pour être ergonomique et pratique le plus possible, je serais déjà très heureuse. Donc finalement la tiny house en Belgique, bof. Mais l'idée de base l'idée de base est là, mais voilà. Je voulais aussi savoir s'il y avait une personne, ça peut être une personne ou une chaîne YouTube ou un podcast d'ailleurs, mais que tu admires ou qui t'anime au quotidien, enfin qui t'inspire et que tu voudrais partager avec les auditeurs. Moi en fait j'ai adoré les bouquins, tu l'as cité tout à l'heure, de Dominique Leroux. J'ai lu... C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, c'est vrai. Pour une remise en main propre d'un livre en deuxième main. Exactement. Que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, ces livres-là. Après, c'est pas un de ses meilleurs, mais j'aime bien. En fait, donc c'est Dominique Leroux qui a écrit L'art de la simplicité, un des bouquins que j'ai vraiment dévoré et que j'ai lu justement à mon retour de Nouvelle-Zélande, qui m'a inspiré et lancé un peu dans le désencombrement, le fait de vivre avec moins pour vivre mieux, etc. Donc ça c'était vraiment une inspiration et je l'ai relu plusieurs fois d'ailleurs quand j'ai des phases où j'ai besoin. C'est presque une bible, je trouve. Enfin moi c'était aussi un déclic, je t'ai coupé encore, mais c'était aussi un déclic, mais avec l'art de l'essentiel, que je relisais ou que j'écoutais en version audio et ça me faisait un truc presque lancinant où j'étais là. C'est vrai, elle a raison. Et moi, en fait, j'ai ça avec chaque livre de développement personnel au niveau du désencombrement. D'ailleurs, le tien que j'ai terminé il n'y a pas longtemps. Pareil, j'ai fermé ton bouquin et même encore en pleine lecture, il fallait que j'aille ranger des trucs, que j'aille faire du désencombrement. C'est cool s'il a cet aspect. Ah oui, mais j'ai vraiment ça. Dès qu'on parle de désencombrement et de méthode ou de tri... j'arrive pas à garder le livre en fait dans les mains, je dois le fermer et il faut que je commence à ranger toute ma cuisine, quoi. C'est vrai, ça te fait cette ça me de booste, motivation. Ouais. Mais donc Dominique Leroux, son livre L'art de la simplicité, ça a été vraiment le déclic pour moi et d'ailleurs je l'ai offert un peu à tout le monde tout le temps, partout, ça, genre, tellement moi il m'a moi il m'a vraiment beaucoup plu, donc je dirais plutôt elle. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre au niveau YouTube ça peut être n'importe quel médium d'ailleurs. Moi j'adore les podcasts. J'écoute énormément de podcasts tout le temps, quand je cuisine, quand je suis chez moi, vraiment même dans la rue en fait, j'ai pas de musique dans mes oreilles mais j'écoute des podcasts quand je suis dans le métro et tout, j'écoute des podcasts, ça me fait du bien, je sais pas, j'adore. Et ça te fait de la compagnie? Ouais, ça me fait comme de la compagnie, et puis j'ai l'impression d'apprendre des choses sur les gens, et comme je te disais que j'étais assez curieuse des gens, j'aime bien un peu m'immiscer dans l'intimité via les podcasts. Et celui que j'aime particulièrement, mais ça n'a rien à voir avec le désencombrement et le minimalisme, c'est Transfert sur slate.fr. Et c'est un podcast qui parle d'histoire de vie en fait, et c'est des parcours de vie assez atypiques et assez fous. Et je trouve ça incroyable et c'est bien raconté, c'est raconté par les personnes qui ont vécu c'est inspirant. C'est très inspirant, c'est très doux aussi, c'est très bienveillant et les gens ont un recul assez fou sur des histoires parfois très tragiques et très dures qui leur sont arrivées, mais on n'est jamais dans l'apitoiement ni... Ouais, c'est ça, c'est juste du fait. Ils racontent ce qu'ils ont ressenti et ce qui s'est passé de manière assez factuelle, mais c'est très émouvant et très... c'est bien réalisé, j'aime beaucoup la musique qu'ils utilisent aussi, donc moi je suis une grande fan des podcasts de slate.fr, mais principalement de Transfert, donc je vais voir ça. À noter. Très bien, parfait. Et enfin pour terminer notre interview, parce que là j'étais à fond dedans, mais il faut bien s'arrêter un moment, si tu pouvais passer un message aux personnes qui nous écoutent, genre t'as la scène libre
La parole est à toi. T'as un message important à nous faire passer, ce serait lequel? Enfin, un truc qui te tient le plus à cœur. Oui, par rapport à... je dirais, ouais, bah, moi en tout cas j'ai vécu la maladie et ça m'a changé la vie, mais je souhaite à personne de le vivre, mais c'est vrai que ça fait un déclic. Mais essayez d'être vous-même et de vous centrer sur l'essentiel, et de faire les choses pour vous sans trop vous soucier du regard des autres, même si c'est moi qui dis ça, genre haha, je suis la première à me soucier de ce que les autres pensent de moi, mais c'est vrai que ouais, à partir du moment, je crois, où on est centré, on est sûr de soi et on sait où on va, en fait il n'y a plus aucun doute et plus personne ne peut nous faire douter. Oui. Et c'est hyper important, mais c'est hyper difficile. C'est le travail de toute une vie. Ouais, hein. je pense que c'est un long travail, mais que c'est possible en fait, et qu'il existe des petits pas à faire chaque jour pour tendre vers ça. Mais donc oui, essayer de s'écouter et d'être 100% soi-même dans ses valeurs, et du coup, ouais, la vie nous sourira. Oui, ça attire. J'ai l'impression que ouais, l'univers, parfois, en effet, nous envoie des messages et on a tendance à pas trop les écouter. Pas du tout les écouter. Moi, j'étais bien placée pour le dire. J'ai pas du tout écouté les messages que mon corps m'envoyait quand j'étais malade. Et du coup, en effet, ouais, être plus conscient de tout ça, évite des catastrophes. Et donc voilà, se dire, tiens, en fait, là... il me semble que je frise le burn-out, j'ai beaucoup bossé ces derniers mois, mais au lieu de continuer tête baissée et se dire non, mais il faut y aller, sinon je vais décevoir mes parents, ou j'en sais rien, ou mes collègues, ou mon boss, se dire non, en fait là je me pose une semaine de vacances et il faut que je me ressource avec moi-même, et c'est trop important en fait de prendre du temps pour soi. Et ouais, au minimum une fois par an, à chaque début d'année, je dirais, de se retrouver avec soi-même et de, en effet, se fixer des objectifs pour l'année à venir. Et être en alignement, ouais, et s'écouter, quoi. Et s'écouter du mieux qu'on peut. C'est pas toujours facile, mais voilà. On est souvent les cordonniers les plus mal chaussés. Exactement. Hein. Mais c'est cool. Ouais. En tout cas, je pense que ça aura inspiré personne. Je souhaite. Merci beaucoup, Alice. De rien, avec plaisir. Merci d'avoir écouté Ma vie en main. Vous retrouverez les informations relatives au podcast dans la description. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager, à vous abonner via votre plateforme de podcast préférée et à lui attribuer une note maximale. Ma vie en main, c'est un épisode les lundis toutes les 2 semaines. Et en attendant, vous pouvez retrouver davantage de conseils sur ma chaîne YouTube, Roxane Delpy, DELPY, mais également sur mon site, roxanedelpy.com, et sur mes réseaux Facebook et Instagram sous le nom de Ma vie en main. Je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important.